Pour la première fois, les régions de la Caraïbe francophone sont invitées d'honneur au Salon international du livre d'Abidjan, qui se tiendra du 6 au 10 mai prochain en Côte d'Ivoire. Un moment historique rendu possible grâce à une relation tissée avec patience, constance et passion. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de croiser les regards de deux femmes. Madame Nadia Traoré, directrice des partenariats et des relations extérieures du ministère de la Côte d'Ivoire, et Manixiar Titeka, fondatrice de la maison d'édition inclusive Une Voix, une Histoire, fidèle du salon depuis bientôt 4 ans. Cette invitation officielle de la Guadeloupe et de la Caraïbe francophone au Salon du livre d'Abidjan représente déjà beaucoup pour le gouvernement ivoirien. C'est le signe d'une réconciliation avec la mémoire intérieure et nul besoin de rappeler que l'Afrique et la Caraïbe entretiennent des liens forts de par leur histoire commune. En Côte d'Ivoire particulièrement, grâce aux efforts de l'État, depuis les années 90, de nombreux chercheurs, des personnes de la culture ont travaillé pour tisser des liens entre la Caraïbe et la Côte d'Ivoire. Et plus récemment, sur notre projet de route des personnes mises en esclavage, la Côte d'Ivoire a réaffirmé son intérêt pour cette fraternité lointaine. Et l'invitation de la Caraïbe francophone comme région invitée d'honneur n'est rien d'autre qu'une preuve supplémentaire de cette fraternité et de cet intérêt-là. L'éditrice guadeloupéenne Manixiar Titeka a participé aux 3 dernières éditions du SILA. En 2021, elle s'est singularisée en étant tout d'abord la seule professionnelle caribéenne à s'être investie sur ce grand rendez-vous littéraire. Son autre point fort était déjà à l'époque d'être innovante en proposant le livre audio à un public encore novice. Je me retrouve dans une industrie du livre papier où moi j'arrive avec des casques et où on nous surnomme le stand où il n'y a pas de livre mais où tout le monde va. Parce qu'effectivement c'est de l'innovation et très rapidement le salon s'est rendu compte de la plus-value qui était apportée par ce type d'édition du livre audio, mais aussi l'intérêt que portaient les scolaires lorsqu'ils venaient visiter le stand. Vous venez d'où ? Quelle est votre histoire ? Que finalement leur rappeler que c'est aussi notre terre, qu'on est les arrière petits-enfants, et de voir que finalement, ils ne sont pas si éloignés de nous. La Côte d'Ivoire, ils parlent créole. On peut entendre en nous aller dans les stands. Donc voilà, ils ont un rapport au zouk très particulier. Kassav a fait son premier concert en Côte d'Ivoire. Donc une évolution très très favorable pour qu'on en arrive justement à une invitation officielle, parce que pendant 3 ans, c'est une initiative privée, l'initiative de ma propre maison d'édition, avec toujours la volonté, même si je suis basée en Guadeloupe, de rappeler que nous sommes caribéens et donc de venir avec d'autres auteurs, pas uniquement guadeloupéens, mais faire effectivement participer des auteurs de la Martinique comme Fabrice Théodose, Makanja, Jude Duranty qui nous a accompagnés également. Et là, cette année, on aura Malik Duranty avec nous. Cette singularité-là, je l'aperçois à travers les formes d'oralité. Justement, le fait que, par exemple, nous, en Martinique, on ait un double langage, une double langue à l'usage quotidien, mais aussi dans les communautés africaines, on le voit, il y a souvent cette double langue. Et ce dialogue de la langue est important dans la création des formes à la fois poétiques et littéraires, parce que lorsqu'on écrit, forcément, on part des signifiances communes pour tout un chacun, déjà pour son public naturel. Et lorsqu'il rencontre un public autre, mais qui partage avec nous des racines, j'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que ça suscite chez eux en termes d'inspiration et en termes de sens. Parmi les voix caribéennes ayant déjà résonné dans l'Afrique de l'Ouest et plus singulièrement en Côte d'Ivoire, il y a celle du zouk emblématique de Kassav, mais aussi celle de figures plus discrètes. Lors du dernier marché des arts et du spectacle d'Abidjan, qui est une biennale que nous organisons en Côte d'Ivoire depuis une 30aine d'années, nous avons eu des groupes venant de la Guadeloupe, de la Martinique, et plus particulièrement dans le secteur du livre. Nous en sommes navrés. Nous avons perdu une pionnière dans le domaine de l'édition du livre en Côte d'Ivoire, qui était une Guadeloupéenne, finalement devenue ivoirienne parce qu'elle a vécu avec nous, qui a beaucoup fait pour la promotion du livre en Côte d'Ivoire. Elle est décédée il y a de cela quelques jours, Ketty Liguer-Loboué. Tous ces exemples pour dire que la communauté caribéenne est fortement représentée dans le secteur de la culture. Particulièrement au cours des 3 dernières années,
la Caraïbe francophone a été fortement représentée avec une singularité particulière grâce à la maison d'édition de Manic, Une voix, une histoire. Ça sonne aussi comme une récompense à nos échanges, à nos interactions depuis toutes ces années. Si ce rendez-vous littéraire est désormais un événement incontournable pour les passionnés du livre comme l'éditrice guadeloupéenne, sa participation au Salon international du livre d'Abidjan a été ponctuée de moments marquants comme des rencontres importantes, des annonces majeures, des récompenses. Elle a apprécié chaque temps fort, d'autant qu'ils ont été nombreux. Il faut savoir par exemple que dès l'ouverture du salon, la première demi-journée, on fait plus de 600 visiteurs sur le stand. Sur les 5 jours, on fait plus de 3000 visiteurs. Et ça ne désemplit pas. Donc les moments forts, c'est ça. Les moments forts, c'est cette rencontre avec le public, avec des amoureux du livre et de tout âge. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que nous aussi, nous avons nos propres salons, mais on n'a pas cette densité, cette population qui se déplace comme ça. Et de voir des tout-petits, de voir des seniors, de voir des rois aussi qui se déplacent, des représentants de tribus. On a également les ministères qui se déplacent et qui viennent regarder. Tout ça, ce sont des moments forts. Donc la première année, il faut savoir que sur le stand était venue une jeune aveugle et qui avait dit que c'est génial parce que c'est ce qu'elle voulait, c'est ce qu'elle cherche depuis un petit moment. Donc les livres audio. La deuxième année, nous avons parrainé l'Institut de jeunes aveugles de Toumaudi. Nous leur avons offert des tablettes. Sous l'égide du commissaire général, donc celui qui organise le salon du livre. Nous nous sommes déplacés vers eux, nous sommes allés les rencontrer, on a rencontré également des scolaires à qui nous avons offert également des livres audio. Et puis voilà, recevoir la ministre de la Culture sur son stand qui s'intéresse et qui essaye de comprendre le fonctionnement, le pourquoi, et entendre en fin de salon, vous êtes la région invitée d'honneur, c'est ça les temps forts. Les temps forts, c'est se rendre compte que d'un point de vue politique, il y a une vraie volonté en Côte d'Ivoire de mettre le livre en avant et le livre sous toutes ses formes. Et ça fait du bien parce qu'on a tendance souvent à dire que si vous voulez cacher quelque chose au noir, mettez-le dans un livre. Mon œil, c'est pas vrai ça. Ça, c'est des idées reçues. Au contraire, on lit et on n'a jamais autant lu que maintenant et sous différents formats. L'oubli comme condition essentielle de la vie de l'écrivain pour démystifier, provoquer, dénoncer, mais aussi transmettre à l'autre. Une résilience pour savoir aussi écouter en silence, selon l'écrivain martiniquais Malik Duranty. Je crois que c'est important aussi par moment de pouvoir lire en silence, sans se laisser choquer, sans se laisser détourner de l'appréhension de ce que l'auteur dit et des inspirations qu'il fait naître en nous. Donc de plus en plus, je crois que ce qui est intéressant justement à travers la littérature, c'est que lire un livre nous permet de réveiller une autre part du dialogue intérieur en nous et que c'est avant tout une démarche individuelle et qu'elle devient universelle à partir du moment où on a vécu le livre en sincérité et qu'on peut non pas le critiquer sur des aspects techniques, mais vraiment sur une approche sensorielle, sensationnelle, parce que le livre, c'est une création et qu'elle n'a d'autre vocation que de susciter la création chez l'autre. Beaucoup de chapitres de ce croisement littéraire restent encore à écrire entre ces deux cultures. Le dialogue entre les littératures africaines et caribéennes est constamment enrichi par une histoire commune et des questions similaires, lui donnant un aspect universel. C'est pourquoi les apports sont mutuels. Le fait de faire interagir ces deux faces d'une même culture, nourrie par les mêmes interrogations, les mêmes aspirations, permet de faire émerger une singularité. Donc cette singularité va contribuer au savoir, à la culture universelle. Cette singularité pourrait aussi voir naître de nouveaux formats littéraires, de nouvelles façons d'exprimer la littérature. Et peut-être que Malik pourrait nous en dire un peu plus en tant que responsable d'une maison d'édition. Tout à fait. Finalement, elle vient d'où cette tradition de l'oralité ? Quand on est sur un stand en Côte d'Ivoire et qu'il y a un Kényan qui vient raconter un conte et je dis mais c'est un conte de chez nous, et me dire non en fait il n'est pas de chez nous le conte, il est de là et il a voyagé. Et c'est ça en fait, ces littératures hybrides, se rappeler finalement que la littérature elle a commencé par l'oralité et le mettre sur un support moderne, donc une application. Et aussi faire naître aussi au-delà des audiobooks, les livres numériques. Se dire qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment de savoir, nous avons suffisamment de livres, nous avons suffisamment d'auteurs pour nous faire connaître. Et pour nous faire connaître en dehors de nos territoires,
que ce soit la littérature ivoirienne et que ce soit la littérature caribéenne. Et moi, j'ai une vision un peu comme un retour aux origines de toutes nos particularités. Et pour moi, justement, ça va ouvrir à une certaine forme de sincérité. Ce qui est intéressant dans tous ces pays qui vont se rencontrer à travers leurs auteurs là-bas, ça me rappelle le travail d'Amadou Mpateba, qui nous réclame de travailler la langue de nos ancêtres, leur langue particulière. Pour nous, ce sont les créoles. Et puis, d'autre part, de maîtriser la langue française pour qu'elle nous permette de communiquer entre nous en pouvant préciser le plus que possible notre pensée, puisqu'on sait que la pensée est quand même beaucoup influencée par les langues que nous pratiquons. Et ce qui pour moi va être intéressant à ce moment-là, c'est de se retrouver à la terre-mère, entre nous Caribéens, ouverts à nos frères et sœurs dont les lignées se sont poursuivies sur la terre-mère. Et ça pour moi c'est quelque chose de merveilleux. Je ne vois pas meilleur espace pour qu'on puisse se rencontrer en sincérité et se parler indépendamment justement des scissions langagières, etc. qu'il peut y avoir dans la Caraïbe, voire politique. Là, on sera vraiment, on va dire, dans une grande réunion de famille. Et je trouve ça vraiment merveilleux de savoir que les problématiques, les thématiques que nous défendons dans nos livres, mais aussi ce vecteur de transmission, des choses que nous avons envie de transmettre, mais les choses dont nous nous approprions aussi, qui parfois viennent d'Afrique et d'Europe, et des sociétés Kalina et autres, puissent se rencontrer, converger et se reconnaître en elles et se féconder pour qu'on puisse continuer le travail qu'on fait actuellement. Parce que j'aime souvent dire que pour moi, la Caraïbe, c'est la mangrove de l'humanité. Donc pouvoir nous croiser sur un salon, c'est montrer toute la puissance de nos écrits et toute la puissance dont les autres n'ont pas encore conscience, mais que nous, voilà, nous sommes porteurs. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est en ça que je suis très reconnaissante envers la Côte d'Ivoire. C'est que très tôt, ils ont su se rendre compte de l'importance du livre, de tout ce qu'il y a à mettre en place pour l'industrie culturelle au niveau du livre, pour qu'elle soit accessible à tous. Et nous permettre de venir, c'est permettre effectivement que les histoires se rencontrent et puis qu'on puisse dire à nos enfants que nous sommes des descendants de rois et de reines d'Afrique et non pas des descendants d'esclaves. L'esclave, c'est une partie de notre histoire. Par contre, le livre Racine, c'est se souvenir que finalement, quand on regarde les tenues de la royauté, quand on voit ces enfants et ces adultes grandir dans cette liberté-là et une conscience, que nous aussi on y a accès et on a le droit d'y rêver également. La thématique de cette prochaine édition du SILA est le livre Racine, toute une promesse pour les auteurs caribéens, édité par Manisiak Titeka. C'est le dada, c'est nous. Le livre Racine, oui, en fait, c'est le livre Racine, mais le livre Exil aussi. C'est pouvoir retourner à la source pour tous nos auteurs, même si nous ne sommes pas qu'afro-descendants, nous sommes aussi indo-descendants et que je travaille à ce que nous participions aussi à des salons du livre en Inde. C'est une thématique qui nous parle, le livre Racine. Il n'y a qu'à voir le dernier ouvrage de Malik Duranty qui revient sur le Sénégal. On a Georges Cox qui a fait un ouvrage Koufou aussi, qui parle un petit peu du Sénégal, cette déportation de personnes en souffrance vers d'autres territoires en pensant trouver l'herbe plus verte ailleurs. On a Raymond Pater-Thorin qui va nous parler de Soukouniamé. Soukouniamé, c'est ces esprits mystiques. Il n'y a même pas à dire qu'est-ce qu'on va mettre en valeur. Nous sommes le livre Racine. C'est en écho à cette démarche que l'écrivain Malik Duranty présentera son dernier ouvrage, Sunugal Kakimas. Il y aborde son voyage vers l'Afrique à travers des notes et des poèmes lors d'un séjour au Sénégal. J'aime beaucoup les auteurs comme Gary Victor qui parlent du livre comme un prétexte à la rencontre. De voir que ce livre-là me ramène encore une fois en Afrique, cette fois-ci en Côte d'Ivoire, ça va être pour moi déterminant. Et effectivement, le livre Racine, parce que dans ce livre-là, notre quête était vraiment à la recherche de l'ABCDR, de cette part africaine qui pourrait donner du sens à des aspects de notre culture, de la tradition, que souvent on reproduit par mimétisme de génération en génération, en lui octroyant un sens actuel. Mais il semblerait qu'il a un sens profond. Et revenir avec ce sens profond, revenir avec l'entendement que j'ai pu percevoir dans un premier temps en Afrique, au Sénégal,
pour moi, c'est vraiment quelque chose d'inespéré et je remercie le livre et l'écriture de me permettre de vivre ce destin. Cette année 2025 promet des explorations captivantes de récits et une diversité de voix émergentes rendront la littérature plus inclusive et représentative. La Côte d'Ivoire s'était déjà démarquée en 2024 avec l'organisation de la Cannes qui fut un franc succès. Un succès donc à renouveler avec ce prochain salon littéraire. Avec l'hospitalité que le monde entier nous reconnaît maintenant depuis la Coupe d'Afrique des Nations de football que nous avons organisée et remportée avec brio en 2024, je n'ai aucun doute que la ferveur de ces délégations viendra nous faciliter la tâche. À mesure que les jours passent, Manixia Artiteka finalise les préparatifs et les besoins logistiques pour ce voyage. Elle sait la tâche importante qui lui incombe et les attentes qui en découlent. Elle garde le sourire avant le grand jour. Je suis la responsable de la délégation, donc il va falloir que tout le monde se tienne bien. C'est important, même si non. Enfin, déjà, c'est à savoir si tout le monde a son passeport, si tout le monde est vacciné. Pas Covid, je parle de fièvre jaune. C'est aussi qu'on se souvienne, parce que c'est important, je le rappelle souvent aux personnes qui m'accompagnent, nous sommes invités. On ne va pas en pays conquis. L'objectif, c'est d'observer, de prendre le temps de regarder comment le pays vibre, comment il vit, parce que c'est vraiment important. Les Ivoiriens, ce n'est pas les Béninois, ce n'est pas les Sénégalais. Il y a vraiment une spécificité ivoirienne particulière, où c'est un pays qui vit à 100 à l'heure. Pour moi, c'est le New York de l'Afrique. Et donc, je fais en sorte, en tout cas, que tout le monde soit au fait de certaines généralités sur les repas, les médicaments, etc. Mais que tout le monde aussi se souvienne que voilà, on y va en toute humilité, pas en touriste non plus, et que nous allons à la rencontre d'un peuple fier, comme l'a dit Madame Traoré, très fier de son histoire, très fier de ce qu'elle est capable de mettre en place, parce qu'elle organise très très bien. Et oui, il y a le stress de ne pas bien faire, mais non, il n'y a pas de raison. Ça s'est très très bien passé les années précédentes. Il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas bien cette année. Sachant que cette année, donc, on aura plus d'une dizaine d'auteurs. Saint-Martin, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Haïti, qui seront présents sur le stand. On aura également des danseurs. On aura un groupe de musiciens qui sera mené par Loïc Amboulé et Claude Danican. Et tout un tas d'autres surprises, puisque le 10 mai, normalement, Christiane Taubira sera là pour nous faire un discours. Pour cette première participation aussi là, je suis vraiment dans un enthousiasme, on va dire, débordant de pouvoir vivre un retour en Afrique. On sait ce que ça signifie pour nous. Souvent dans notre travail d'auteur en Martinique, en traitant des aspects de notre culture, on traite d'une certaine dimension de l'africanité et savoir que ce travail-là va pouvoir être en dialogue avec ceux qui la vivent au quotidien. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et j'ai hâte de voir qu'est-ce que nos dialogues vont pouvoir permettre de révéler, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, en termes de révélation culturelle et de signifiance pour les uns et les autres. Il fallait absolument que je puisse trouver des personnes qui aient cette notion de voyage, de découverte, d'aller vers l'autre, parce qu'on ne va pas rester dans notre coin. L'objectif, c'est aussi de pouvoir faire connaissance avec les autres et que ça puisse matcher. Après, il y a forcément la bibliographie, quels sont les ouvrages en lien avec le livre Racine. Parce que dès le départ, moi, avec ma maison d'édition, je veux faire émerger de nouveaux auteurs, de nouvelles écritures. Et ça aussi, c'était important. C'était pouvoir me dire que voilà, je vais amener des auteurs qui n'auraient peut-être pas la possibilité de faire ce déplacement-là et de leur offrir ça. Vraiment, c'est vraiment un cadeau. Me dire voilà, ok, vous en avez écrit que 2 ou 3 bouquins, c'est pas grave. Il y a une écriture, elle est en lien avec le thème du salon, et ben on y va. C'était ça aussi, permettre à ces auteurs-là de pouvoir émerger et qu'on puisse les reconnaître. Parce que c'est comme ça qu'on devient un grand auteur, quand justement on traverse tous ces salons-là où les gens viennent à notre rencontre. Sinon, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Quel intérêt? Quel intérêt? Un copieux programme de 4 jours et de nombreuses personnalités et opportunités pour l'éditrice de 45 ans.
La maison d'édition Une voix, une histoire vise à valoriser et faire connaître les écrits des auteurs caribéens à l'international, tout en les rendant accessibles au grand public. Cette entreprise se spécialise dans la production de livres audio, un format en croissance rapide pour un public plus large, mais et surtout pour les plus jeunes. Cette ancienne psychologue de l'éducation nationale est en cohérence avec cette idée que l'oralité est le berceau de la transmission noire. Quel message vous aimeriez transmettre aux jeunes lecteurs? Alors, il y a une phrase que j'adore. Et elle était sortie comme ça, mais je m'en souviens, c'est « Sizov les timoun azot, poussé en verticalité, achetez Yoliv ». Si vous voulez que vos enfants poussent, grandissent en connaissance et en savoir, achetez-leur des livres. Voilà. Un message qui n'est pas bien loin de celui que Manick vient de donner, c'est qu'un lecteur est un écrivain en construction. Et dans nos sociétés où les récits se confortent, quoi qu'on dise, nos jeunes ont l'obligation de se rapprocher des aînés, comme dans nos sociétés initiatiques, pour apprendre de la culture. Et ils doivent le faire en lisant et en écoutant pour se préparer à prendre la relève, pour que nos itinéraires continuent de féconder le destin de l'humanité.